Le Magpao X4 Pro est une graveuse découpeuse laser de 22 watts avec caisson, air assist et caméra, mais ça donne quoi? À l'intérieur du carton, on va trouver donc les plastiques de protection qui sont vraiment épais pour le coup et qui sont très rigides, donc pour protéger notre zone de travail. On va avoir la deuxième partie du caisson avec la bande de LED qui est intégrée et montée directement, le tuyau pour extraire l'air. On va avoir le collier de serrage, les pieds pour remonter la machine, la visserie. On va avoir l'antenne pour le Wi-Fi, un câble USB pour faire fonctionner donc la machine raccordée à un PC, le tournevis, une carte micro SD avec son lecteur USB, un câble USB-C, les lunettes de protection avec son petit chiffon, le bloc d'alimentation qui sort du 24 volts en 6 ampères. Ensuite, c'est le module laser qui est assez massif pour une puissance optique de 22 watts. On a le ventilateur pour faire évidemment l'extraction d'air qui se trouve dans le caisson. On a la pompe pour le Air Assist sur ses petits pieds très flexibles pour éviter évidemment les vibrations et une molette pour régler l'intensité. On va trouver un papier qui permettra probablement de calibrer la caméra. C'est dommage qu'il soit aussi flexible et un peu tordu du coup dans le déplacement. Ce serait une plaque rigide, ce serait quand même pas plus mal. Ensuite, c'est la documentation. On a encore ici quelques panneaux plastiques qui vont se mettre probablement sur les côtés. Et enfin, c'est la machine assez massive, évidemment, en elle-même, qui vient avec son tiroir déjà inséré à l'intérieur. Ça va être ensuite le nid d'abeille, donc la zone de travail en 440 par 440 mm. Donc à l'intérieur, on va trouver quelques pions comme ceci en plastique qui vont nous permettre en fait de maintenir en place facilement donc ce qu'on va vouloir graver sur notre zone de travail avec des pions qui sont pas non plus extrêmement bien serrés mais qui tiennent quand même suffisamment pour plaquer donc potentiellement un carton, une feuille ou quelque chose bien à plat. On va voir ici des patins manifestement anti-dérapants. On a la zone de travail en nid d'abeille qui permet d'éviter donc cet effet brûlé sous les gravures. Et en dessous, c'est une plaque d'aluminium permettant de protéger ce qui se trouve sous notre zone de travail. On va maintenant passer au montage et on va commencer par ces plots. Donc on voit qu'ils sont différents. Ici, il va y avoir la plaque qui se met devant en fait pour aimanter donc la porte en position. Et ceux-ci vont se mettre sur l'arrière de la machine. Ensuite, pour information, les vis sont évidemment de différentes longueurs suivant où elles sont utilisées. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes en cruciforme. Par contre, ils n'ont pas précisé quelle longueur est à utiliser à quel endroit. Donc du coup, il va falloir faire appel à notre bon sens. Déjà, on va commencer par les grandes qui vont se mettre probablement ici dans la hauteur pour pouvoir atteindre le cadre de la machine. Et ensuite, pour le reste, je pense qu'on fera ça un petit peu au fur et à mesure. Donc ensuite, on va installer les panneaux latéraux où on a des petites encoches ici de part et d'autre qui vont permettre évidemment de renforcer la structure, sachant qu'on a quand même déjà des plexiglas assez épais. Et tout à l'heure, j'ai peut-être été un petit peu médisant, mais pour les vis, il n'y a que 3 types différents. Les longues, qui vont évidemment sur les plots, celles qui sont à tête plate qui vont nous permettre de visser donc les panneaux acryliques et enfin des têtes coniques qui devraient se retrouver assez facilement plus tard dans le montage. Alors avant d'installer le capot qui se trouve donc sur le dessus à l'arrière de la machine, je voulais juste qu'on regarde, vu que c'est plus facile d'accès pour le moment, la barre de LED donc qui permet d'éclairer la zone de travail et la caméra qui va permettre donc de regarder à distance ce qu'on est en train de faire avec un fil qui part sur le côté de la machine et ici un fil qu'on va raccorder donc sur l'arrière. Sur l'arrière, on va installer donc le ventilateur dans le plexiglas avec la bouche de sortie donc sur l'arrière. Comme ceci, on va mettre évidemment les 4 et une fois que c'est fait, on aura juste le fil à brancher. On installe la porte sur l'avant en installant les différentes charnières. Pour le réglage du focus, on va voir les 2 vis sur le côté qu'on va dévisser pour pouvoir évidemment monter et descendre notre laser. On a ici le petit levier qui va descendre et qu'il va falloir donc toucher sur le matériau qu'on va soit graver. Donc dans ce cas-là, on va plutôt essayer de l'effleurer et donc de serrer en position. Ou si vous coupez, peut-être même descendre un poil plus que le levier, surtout si c'est épais, pour évidemment avoir un focus un petit peu plus bas. Mais globalement, vous allez donc baisser ce levier, le régler et serrer les 2 vis sur le côté. Si on fait le tour des périphériques de la machine, ici on va avoir l'antenne pour utiliser évidemment en sans fil. On va avoir le bouton pour pouvoir allumer ou éteindre la bande de LED qui se trouve à l'intérieur du caisson pour mieux voir qu'est-ce qui se passe. On va avoir le port ici pour pouvoir raccorder et alimenter notre Air Assist qui se trouve ici. On va avoir également la petite molette pour régler la puissance. Donc ici, on part du minimum et on va pouvoir monter au maximum qui se trouve ici. Et on entend le petit clic évidemment pour faire le on-off de base. Le tuyau ici va être donc pour l'air qui va rentrer donc du Air Assist pour alimenter directement le laser en passant sur le côté.
Sur l'avant, tout à gauche, on va voir le port évidemment pour pouvoir alimenter la machine. Alors c'est peut-être un petit peu spécial d'avoir le port vraiment devant, aussi proéminent et visible, mais en tout cas il se trouve ici. À côté, on va voir le port USB pour évidemment utiliser la machine via un PC directement ou utiliser une carte micro SD. On va avoir une clé de sécurité pour démarrer donc la machine, un bouton d'arrêt d'urgence pour évidemment l'arrêter quand on a envie, et ici le bouton on-off pour pouvoir donc la démarrer. J'en profite également pour montrer que quand on a la porte qui est ouverte et qu'on démarre la machine, il va nous faire un petit rappel sonore pour nous dire que la porte n'est pas fermée. Dans le cas d'une utilisation plutôt hors ligne, on va voir les menus ou en tout cas les boutons qui se trouvent sur la droite pour faire évidemment le auto-home, déplacer les axes. Alors ça, je l'utilise également quand j'utilise la machine raccordée à un PC parce que parfois c'est quand même plus simple d'avoir directement le bouton et de se retrouver face à la machine pour savoir qu'est-ce qui se passe. On va voir le bouton de frame pour faire donc le tour de la zone de travail, être sûr qu'on soit bien centré sur notre support. Le bouton pour démarrer ou faire pause ou arrêter. Du côté du caisson, on va avoir une porte qui s'ouvre sur l'avant. Donc comme on l'a vu, ou plutôt même entendu d'ailleurs, on va avoir un détecteur donc ici qui va savoir quand la porte est ouverte pour nous signaler évidemment surtout au démarrage quand on veut travailler avec la machine. On va avoir ici des aimants qui vont venir se plaquer donc sur les parties métalliques. On a un caisson qui est vraiment très épais, qui doit faire dans les 5 mm de plexiglas, qui est franchement épais. Et on a même ici, comme on le voit à l'intérieur, des renforts pour renforcer donc la structure. Donc ici au niveau de ce que je dirais l'arrondi, ou en tout cas les deux parties obliques. On va avoir une poignée ici qui est quand même plutôt massif pour le coup. Alors je me suis plaint par le passé de certaines machines où j'avais un peu de mal à attraper la poignée, ou en tout cas à l'ouvrir facilement. Bah là, pour le coup, il n'y a pas trop de problème. On va avoir 3 charnières ici pour maintenir donc la porte, une partie métallique pour éviter qu'elle ne plie donc sous l'effort, qui est repris également sur le dessous. À l'intérieur, on va avoir une zone de travail de 400 par 410 mm. On a notre laser qui est en 22 watts en puissance optique, évidemment avec un faisceau de 450 nanomètres. À l'intérieur, on va avoir une bonne gestion des câbles qui passent plutôt sur le côté, sur l'arrière et qui remontent donc sur l'arrière du laser. Le câble qui est probablement le plus bordélique, c'est celui pour raccorder la bande de LED qui est en fait branchée ici sur l'avant de la machine. Alors ils auraient mis la prise tout au fond avec un fil qui faisait déjà le passage. Ça aura probablement été esthétiquement un petit peu plus travaillé, même si franchement avoir le fil qui passe ici avec les attaches qui sont d'ailleurs fournies, c'est franchement pas grand chose, mais voilà, c'était juste pour le signaler. Sur l'arrière ici, on va voir le connecteur pour pouvoir raccorder donc le ventilateur qui se trouve sur l'arrière du caisson. Sur la partie basse, on va avoir le tiroir qui se tire intégralement et qui peut même se sortir pour accéder soit aux pièces qui sont à l'intérieur si elles ne sont pas trop hautes, ou pour passer sous l'avant de la machine, ou sinon récupérer tout ce qui est poussière qui peut s'accumuler en dessous et évidemment nettoyer au fur et à mesure pour éviter que ça ne prenne feu, tout simplement. Ensuite, on l'a vu donc au déballage de la machine, mais on va voir ces petits picots en plastique qui vont permettre de maintenir assez facilement un carton ou une feuille en place. Donc vous en mettez 2, 3, 4 en fonction de la forme que vous avez et vous avez quelque chose qui tient quand même plutôt bien en place pour le coup. Donc si vous voulez avoir quelque chose, évitez que ça ne bouge, surtout avec le ventilateur qui est intégré donc dans le laser ou même le air assist qui peut souffler encore davantage. Ici au moins ça restera bien stable. Pour les matériaux les plus épais ou qui ne pourraient pas rentrer évidemment donc dans le tiroir ou dans la zone de travail à l'intérieur, on peut retirer évidemment le tiroir et du coup c'est totalement ouvert et on peut même avec les pieds qui sont présents, donc avec la machine, la surélever dans les trous qui se trouvent sur les côtés où on va venir visser les pieds dans la structure. Donc on en a 4, un pour chaque coin évidemment. Une fois les 4 pieds montés, on a franchement une machine qui est vraiment sur pilotis. On a une zone de travail ici ou de passage qui est relativement importante. D'ailleurs si on mesure, on est aux alentours des... un petit peu moins de 16 cm ici pour passer. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que la manière dont c'est installé ici, les tiges filetées, donc les vis qui viennent des pieds, donc se mettre dans la structure, vont venir dans le passage en fait du plateau qui vient se mettre normalement en dessous. Donc on peut toujours le passer évidemment au-dessus, mais dans ce cas-là, ça va reposer que sur 4 vis, donc une dans chaque coin, ce qui n'est pas forcément terrible. En plus, je pense que ça va assez rapidement abîmer le revêtement qui se trouve en dessous. Donc une des solutions, ce serait évidemment de dévisser un peu les pieds, de mettre une entretoise donc entre les deux. Surtout que si on avait donc ces pieds qui étaient intégrés de manière peut-être un petit peu plus pratique pour pouvoir continuer d'utiliser le tiroir, on pourrait accéder à cette zone qui se trouve en dessous. Évidemment, l'effort de ce qu'on met ici comme zone donc de travail pour évidemment peser sur le milieu.
mais vu que c'est quand même repris sur 2 côtés, plus un petit peu le fond avec la forme qui est pliée sur l'avant, normalement je pense que le tiroir ne devrait pas s'effondrer tout de suite. En tout cas, il devrait y avoir quand même beaucoup de poids si c'est le cas. Donc ça permettrait quand même d'avoir une petite place ici pour ranger éventuellement quelques matériaux sous la machine. Surtout que si vous n'utilisez pas d'autres éléments au-dessus de la machine, vous pouvez toujours ouvrir votre tiroir. Et si c'est suffisamment stable, ça ne devrait pas poser de soucis. Surtout que là, on voit que ça bouge déjà vraiment pas beaucoup. Concernant les éléments de sécurité, ils commencent par les détecteurs donc de fin de course qui se trouvent autour du cadre de la machine. Un autre capteur qui détecte quand la machine est penchée. On va avoir un détecteur également de fumée qui se trouve sur l'avant, sur lequel on va avoir un petit bouton pour pouvoir l'actionner ou non. Et comme on l'a vu, on a le bouton d'arrêt d'urgence et la clé, évidemment, pour démarrer la machine. On va maintenant aller sur Lightburn pour ajouter notre appareil. Donc on va aller dans les appareils, trouver mon laser suivant. Alors est-ce qu'il va nous le trouver du premier coup? Recherche des périphériques connectés. Oui, haha, pas mal. Alors du coup, on va avoir notre MechPow X4 Pro avec une zone de travail qui n'est pas de 420 mais 410 par 400. En tout cas, c'est ce qu'il donne dans la documentation. On fait suivant, avant gauche, auto-guidé, oui, au démarrage. Et maintenant, on fait tout simplement terminer. On va faire OK pour se connecter à la machine. Donc ici, elle est présente. On dit de faire quelques modifications dans les paramètres de l'appareil. Ici, dans paramètres de base, dans les commandes automatiques, d'utiliser plutôt M7 que le M8. Ensuite, OK. Et ici, ils disent de se mettre en position actuelle et une origine de la tâche en bas à gauche. Et on va maintenant terminer la configuration de Lightburn. Concernant la caméra, elle se trouve ici évidemment sur le milieu pour avoir une observation donc, de l'ensemble de la zone de travail. On va la raccorder ici en USB-C sur le côté, directement sur le PC, comme si c'était une caméra classique. Pour la configuration de la caméra, on va faire outils laser, calibrer l'objectif de la caméra. Ici, on a un nom qui est quand même plutôt évocateur, et heureusement parce que c'est rarement le cas. Donc du coup pour l'alignement c'est terminé, comme vous l'avez peut-être vu, il a fallu en fait sur l'arrière que j'éteigne la lumière pour mieux voir les points, mais sur l'avant il a fallu que je l'oblige à allumer la lumière pour pouvoir mieux voir les points. Donc du coup sur la partie arrière il vaut mieux éteindre, sur la partie avant il vaut mieux allumer. On va maintenant pouvoir lancer une zone de test ici, on va cadrer déjà pour voir où ça nous emmène, pour graver le pattern qui se trouve donc derrière avec 1, 2, 3, 4, comme ça a déjà été le cas ici sur cette image, mais du coup ça va être un petit peu décalé évidemment. Donc ici on a capturé l'image, elle n'est pas trop déformée, un tout petit peu arrondie sur ce côté-là, probablement qu'on pourrait réaligner ça un petit peu mieux en refaisant donc évidemment l'ensemble du process. Donc ensuite on pourra régler évidemment l'extension, savoir s'il faut étirer, rétrécir, que ce soit en largeur ou en hauteur, décaler un petit peu sur la droite, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc ça, ce sera en fonction de ce que vous pouvez tester. Donc vous lancez une petite zone de gravure sur votre support et ensuite vous adaptez pour pouvoir l'aligner. Concernant les gravures de test, j'ai commencé par ce petit bout de carton avec des puissances allant entre 10 et 20% de la puissance du laser, donc 2500 à 4000 mm par minute. Alors dans les 20%, avec la vitesse la plus lente, ça a l'air quand même de brûler. Bon alors, la puissance la plus faible et la vitesse la plus rapide, c'est un petit peu trop clair pour le coup. Alors personnellement, je suis plutôt parti sur le 15% à 3500 mm par minute, mais on le verra dans les tests, peut-être que j'aurais plutôt dû partir sur le 3000 mm par minute juste après, donc déjà avec ce mont Fuji, sur lequel on voit quand même pas mal de détails ici dans les arbres, mais par contre on a quand même un mont Fuji qui est relativement pâle pour le coup, on n'a pas un contraste suffisant je trouve. Je pense que c'est pour ça qu'on aura peut-être dû partir sur un peu plus le 3000 mm par minute pour essayer de dénier un petit peu de détails. Ici, on a notre Mona Lisa qui est quand même plutôt bien reconnaissable pour le coup, malgré qu'on a un carton qui donne une texture assez prononcée. Donc du coup, on a quelque chose d'assez moucheté, on va dire. On a pas mal de petits points et on n'a pas de contour vraiment extrêmement net pour le coup. Même si évidemment le principe de la gravure par laser comme ça pour les images c'est beaucoup un nuage de points, je pense que là c'est plus le fait du carton qui fait ça. Et ici on peut voir qu'on a quand même quelque chose qui devient presque blanc quand on commence à graver donc ce carton. Et par contre on a quand même des noirs.
où il faut éviter d'aller évidemment dans des vitesses trop faibles ou des puissances trop élevées pour éviter de passer directement à travers. Ici, on voit qu'on a un carton qui ne fait pas sortir assez facilement le noir, mais qui va plutôt directement dans le brûlé. Ensuite, sur ce contreplaqué en 5 mm, alors c'est de la gravure, donc au final, l'épaisseur importe peu. Donc sur le contreplaqué ordinaire, j'ai ici une puissance qui va entre 15 et 30%, une vitesse également 2500 à 4000 mm par minute. Alors pour le coup, c'est quand même très foncé un peu partout, c'est quasiment celui-ci qui serait le plus intéressant directement, donc 15% peut-être à 4000 mm par minute. Donc du coup, j'ai fait d'autres tests ici avec des puissances un petit peu plus faibles, avec 10%, avec des vitesses équivalentes. Donc ici, c'est quand même, je pense, celui qui ressort le mieux, le 15% à 3000 mm par minute. Si on regarde ici, il était peut-être un petit peu plus foncé sur la partie basse, mais je pense que c'est celui-ci qu'on va conserver. Donc pour faire nos tests avec ce Mont Fuji qui ressort plutôt bien là pour le coup, on a un bon contraste. Alors par contre on voit quand même énormément cet effet du bois, donc on a l'impression d'avoir des vagues, donc c'est un mélange entre le Mont Fuji et la vague d'Okusai. Donc du coup on a ces petites vaguelettes qui sont visibles, donc on a un Mont Fuji qui est quand même plutôt bien représenté, on voit quand même encore pas mal de contraste sur les arbres qui se trouvent à l'avant. Ensuite on a notre Mona Lisa qui pour le coup là ressort vraiment pas mal. Donc on revoit les plis sur les habits. Le foncé reste relativement foncé, surtout sur la partie basse. Mais par contre ici on a quand même un contraste assez intéressant et on reconnaît quand même plutôt bien le visage. Et si on compare ici avec le carton, bon le carton évidemment on a quand même plus de détails parce qu'ici le bois est quand même très texturé et ça se retrouve évidemment assez fortement sur tous les traits qu'on peut voir donc essentiellement à l'horizontale qui font comme des petites vagues. Pour les tests de découpe sur deux contreplaqués, donc de 5 mm, on peut voir qu'il y en a déjà une bonne partie à être partie pour le coup. Même celui-ci est assez limite, mais on voit qu'il bouge quand même pas mal. Et après les autres en deux passes, il y en a quand même un certain nombre qui partent. Forcément, ceux que vous poussez un petit peu, il faudra quand même pas atteindre cette vitesse-là et probablement la réduire un petit peu si vous voulez être sûr de pouvoir tout découper. Parce que s'il faut faire une passe derrière, ça va être plus compliqué si vous l'avez bougé. Donc ici on a une seule passe entre 150 et 250 mm par minute. Donc on a quand même une découpe qui est très propre sur le dessus. Ici c'est un tout petit peu bavé pour le coup. Et si on regarde derrière, c'est très propre. Ici il n'a pas réussi à terminer donc jusqu'au bout. Donc évidemment il faudra prendre une vitesse plus faible pour être sûr de passer tout le temps au travers. Et ici également on a quelque chose qui est quand même plutôt propre. Ici c'est pas passé jusqu'au bout. Donc pour 350 mm par seconde, mais en deux passes, il vaudra mieux privilégier, je pense, le une passe qui est quand même nettement plus précis et qui évite évidemment de repasser ou de baver sur le tour qui fait évidemment des traces noires. Donc un petit peu de cendre autour. Pour la découpe de contreplaqué, ici on le voit en 10 mm d'épaisseur, en une passe en 75 mm par minute à 100% de puissance. On est presque au bout, alors je sais pas, ah oui c'est là où il en reste un tout petit bout qui le retient, donc il n'y a vraiment que ça qui le retient. Donc du coup au niveau puissance c'est normalement je pense du coup suffisant pour découper quand même du 10 mm, même si ça reste probablement la limite pour ce laser. Il faudra quand même prévoir soit une deuxième passe, soit réduire un petit peu la vitesse pour être sûr de vraiment bien passer au travers, parce qu'évidemment si vous faites de la découpe, tant que vous passez pas au travers, c'est que vous n'avez pas coupé, donc ça ne sert à rien. Et du coup, ici, on est probablement un petit peu limite pour cette puissance, donc 22 watts ici sur le X4 Pro, pour de 10 mm d'épaisseur. Mais sinon, la découpe est quand même franchement propre avec le Air Assist d'activer. Au-dessus, c'est peut-être un petit peu plus brûlé ici à l'entrée, ou même un peu sur le bas, mais c'est globalement quand même plutôt pas mal. Ou en tout cas, on attaque quand même ici du 10 mm d'épaisseur pour du contreplaqué, ce qui est quand même plutôt épais. Alors du coup, dans les points à améliorer, j'en ai pas forcément d'autres que ceux que j'ai déjà évoqués tout au long de la vidéo, comme la position donc des pieds avec le tiroir notamment, qui nous permettrait éventuellement de gagner un petit peu de place en dessous et surtout de garder donc la machine sans avoir à tout démonter et remonter à chaque fois en fonction de ce qu'on utilise, comme le Rotary Roller par exemple. Donc ici on a une machine plutôt polyvalente avec un module laser de 22 watts en puissance optique. On a surtout ce caisson qui permet de protéger, ce qui est quand même rarement le cas sur les machines de ce type, ce qui est quand même un petit peu dommage. On a en plus la caméra sur le dessus qui permet de surveiller ou de placer plus facilement les objets à graver sur l'ensemble du plateau. La bande de LED évidemment pour pouvoir voir un petit peu mieux ce qui se passe, parce que le caisson est rouge et transparent, mais il est quand même assez foncé,
Donc du coup, on voit pas forcément très bien ce qui se passe à l'intérieur, donc la bande de LED sera quand même plutôt pratique. On a une ouverture sur l'avant avec un plexiglas qui est vraiment épais et vraiment costaud pour le coup. Vous pourrez l'utiliser en sans fil, vous avez le Air Assist qui est à côté avec en plus la molette de réglage. Vous avez les boutons sur l'avant pour pouvoir le gérer en mode hors ligne. Donc on a une machine ici qui est quand même plutôt complète et qui devrait normalement satisfaire la majorité de vos besoins avec cette puissance de 22 watts qui est entre les 10 et les 40 watts. 40 c'est quand même vraiment beaucoup. 10 c'est pas forcément suffisant pour pouvoir couper suffisamment et la gravure forcément est un petit peu moins bien privilégiée avec ce module 22 watts. Il faudra prévoir des puissances relativement faibles, donc en dessous des 10 watts si vous privilégiez plutôt la gravure. Et bien sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!